Bonjour à tous, je suis Janel Chikaya et voici mes collègues Aouli Kwame, Nasreddin Mamaï, Kevin Farah Mamboy et Duka Malan Edine, Ezekiel, autant pour moi. Alors, on est là pour vous présenter un projet qui allie simplicité, innovation et écologie. Notre objectif est de montrer qu'il est possible de pomper de l'eau sans utiliser de l'électricité, en utilisant tout simplement la force de l'eau, grâce à une technologie existante appelée pompe spirale. Et pour cela, nous avons réalisé un cahier de charges. Ce projet a été pensé pour l'usine de production de traitement d'eau potable dans le Finistère. Et dans cette présentation, on aura dans un premier temps une introduction. Vous parlez également du principe de fonctionnement, une étude de système, les parties techniques, le chiffrage, l'avantage et problématiques, la comparaison technique et enfin une conclusion. Donc pour tout ce qui est low-tech, ça reste une technologie accessible et durable et pour tout le monde et moins énergivore surtout. Donc pour notre projet, il s'agit de concevoir un système de pompage low-tech en se basant sur le principe de Wirtz qu'on va détailler par la suite. Du coup, après, on va essayer de concevoir un système de pompage de l'eau pour une usine de production d'eau potable dans le Finistère. Et dans ce livrable, on va vous présenter l'ensemble de notre cahier de charges détaillé pour une possible mise en œuvre du projet dans le futur. Donc, pour vous mettre dans le contexte et vous présenter l'usine, donc l'usine se trouve à côté de rivière de Lierre, comme vous pouvez voir sur la photo, avec une surface disponible de 194 mètres carrés pour l'installation de la pompe. Et pour l'usine, c'est une usine de traitement d'eau potable dans le Finistère qui est mise en place depuis 2017 et qui est exploitée par un exploitant externe dans le cadre d'un contrat d'affermage. Donc il fournit de l'eau potable pour 4 communes dans le Finistère et avec une qualité d'eau conforme de 100% selon des analyses sanitaires réalisées. Et avec un coût moyen qui s'élève à environ 4,30 € le mètre cube. Et c'est une installation moderne qui fournit de l'eau potable pour les 4 communes. Et c'est tout. Voilà, maintenant nous allons passer au principe de fonctionnement. Nous avons 4 parties dans ce principe de fonctionnement. Dans un premier temps, on a la rotation de la roue. Du coup, le courant de la rivière va entraîner en rotation la roue par l'intermédiaire des pales qui sont plongées dans l'eau. Et lors de cette rotation-là, on aura une alternance d'eau et d'air qui va rentrer dans le tuyau en spirale. Et cette rotation-là va favoriser une pression dans le tuyau. Et cette pression-là va donc refouler l'eau au niveau de la sortie et donc vers le réservoir. Du coup, là, je vais mettre une vidéo qui va expliquer ce que je venais de dire. Voilà. Du coup, là, on a le courant qui entraîne en rotation la roue. Et là, on a une entrée d'air et d'eau dans le tuyau. Cette entrée d'air et d'eau va favoriser une pression qui va ensuite refouler l'eau vers le réservoir. Comme tout projet, il y a des éléments qui impactent le système. Donc, pour notre projet, nous avons le débit moyen minimal observé en hiver et le débit moyen maximal. Et le débit moyen de la pompe, la variation du débit, la vitesse du courant, la profondeur et la largeur de la rivière et la hauteur refoulée que nous souhaitons. Nous avons cette image qui a été prise sur le site Hydroportail qui nous présente le débit maximal moyen à la pointe, en haut à l'intersection, et le débit minimal observé en décembre. Et voilà, toujours dans l'étude technique, nous avons fait le choix de concevoir une pompe manuellement en privilégiant du moins la facilité et l'accessibilité. Et du coup, pour cela, il faut connaître le matériel nécessaire. Il nous faut un tuyau flexible, une roue à aube, un axe de rotation, une vanne ou clapet, une sortie en hauteur et des éléments de flottaison ou d'ancrage qui dépendent de la configuration du système. Maintenant qu'on connaît les matériels nécessaires, il nous faut connaître les différentes étapes pour la fabrication. On en a 4. La première étape qui est la construction de la roue. Il faut fabriquer une roue en bois ou en métal, mais il faut savoir qu'elle doit être légère,
Sur cette roue, il faut fixer des pales qui seront plongées dans l'eau. Et ensuite, il faut enrouler le tuyau de façon spirale. Voilà. Et il faut fixer la roue sur un essieu et monter la roue dans un axe horizontal avec des supports solides. Et enfin, il faut installer l'entrée et la sortie de la tuyauterie. Pour la partie technique, je vais vous présenter tous les éléments qu'on a besoin pour dimensionner la pompe. Tout d'abord, il y a les données qu'on a dû chercher ou extraire par des sites. La profondeur de l'eau, l'auteur de refoulement, le débit. Et tout ce qui est à calculer, la longueur des tuyaux, la vitesse utile, le nombre de spires, le diamètre des tuyaux, le diamètre de la roue de la pompe. Là, tout d'abord, on va parler du site. Le site, on a choisi la rivière de Liens, qui a une longueur totale de 48,4 km. Sur le régime pluvial océanique, ça veut dire que majoritairement, l'eau qu'il y a dans cette rivière, c'est pluvial. Là, vous pouvez voir les données de la station de Liens à Trébuan en hiver, sur l'année 2024-2025. Vous pouvez voir le débit minimum et son débit maximum. Là, pour présenter les calculs techniques, tout d'abord, l'objectif, c'était de remonter de l'eau à une hauteur de 15 mètres à un réservoir de l'usine. On a pu calculer la vitesse de la rivière sur la moyenne pour décembre, janvier, février, grâce au débit. Pour la caractéristique de la rivière fait 10 mètres de largeur, 80 cm de profondeur. Grâce à ceci, vous pouvez voir les vitesses selon le mois. On a estimé une vitesse moyenne de 1,44 mètres seconde, qui est équivalent à 5,18 km/h. Suite à ça, il fallait choisir le tuyau pour la pompe. On a choisi un tuyau en PEHD de 60 mm de diamètre extérieur qui nous donne une section de 50 mm. Grâce à ceci, grâce à la vitesse moyenne en hiver, on a pu calculer le débit volumique à passer dans le tuyau et donc dans la pompe qui est de 3,35 m3. Suite à ça, dans les données éliminées avant, je vous dis qu'il fallait calculer la HNT de la pompe. La HNT de la pompe, c'est la hauteur manométrique, c'est la hauteur maximale où la pompe pourra rejeter de l'eau. Avec cette formule-là, on a pu établir une HNT de la pompe Wirth à 16 mètres, supérieur à l'objectif des 15 mètres. Pour tout ce qui est dimensionnement, on s'est basé sur les recherches de John Herman. C'est un monsieur aux États-Unis qui a déjà réalisé ce projet-là dans le cadre d'agriculture. Là, comme diamètre de roue, on a pris un diamètre de 2 mètres. La profondeur de l'eau disponible est de 0,8 mètres. Le nombre de spires est de 20. La longueur de tuyau totale dans la pompe est de 62,8. Je vous ai mis un bilan des calculs qu'on a fait avant. Et là, sur le logiciel AutoCAD, on a pu modéliser la pompe, à quoi ressemblait. Là, on peut voir les éléments comme les pales, la roue d'aube, comme citait mon collègue avant, l'axe, le support pour les spirales. Les spires sont en rouge sur la vidéo. Je vais laisser mon collègue présenter la partie chiffrage. Concernant le chiffrage, nous avons commencé par un devis quantitatif des matériaux que Stéphane a présenté précédemment. En plus, après, nous avons estimer la main-d'œuvre qualifiée avec un total de 2174 € pour 27 de construction. Et pour l'OPEX qui va concerner la maintenance et le remplacement des pièces usées qui s'élève à 314 avec des aléas de 29 €. Alors, on a également pensé à faire une petite comparaison entre une pompe Wirth et une pompe électrique. Et comme on l'a dit précédemment, la pompe Wirth fonctionne sans électricité, mais le débit et la puissance est plus faible, comparé à une pompe électrique qui a une puissance compris entre 150 et 250 watts en fonction des pompes, mais elle consomme plus d'énergie, elle coûte cher et ça nécessite beaucoup d'entretien. Donc pour vous parler des avantages et des inconvénients pour ce projet, on va commencer par les avantages. On a premièrement la réduction de consommation d'électricité vu qu'on travaille avec des pompes autonomes. Et aussi on a la réduction de l'empreinte carbone du site. Et aussi on a tout ce qui est avantage écologique vu qu'on aura moins de nuisances sonores et il n'y a pas de risque de fuite de carburant ou de huile vu qu'on ne travaille pas avec des moteurs électriques ou fossiles. Et finalement, on a tout ce qui est avantage économique. Il y aura sûrement une réduction de facture d'électricité du site. Et pour tout ce qui est avantages sociaux, la sensibilisation du low-tech et valorisation du savoir-faire local des 4 communes qu'on livre. Pour tout ce qui est inconvénient, on avait un peu du mal à trouver des documentations techniques à ce projet en France.
Et après, oui, on parle aussi de variabilité, vu que ça dépendra toujours du variabilité des courants de la rivière, de l'Yerres. Et aussi tout ce qui est usure mécanique, vu qu'on a beaucoup de pièces en frottement régulier dans la rivière, et aussi finalement l'usure et le nettoyage, vu que ça dépendra vraiment, parce qu'on a beaucoup de pièces qui tournent il y aura un risque d'obstruction des débris dans la rivière. Donc je vous laisse Janelle présenter les risques et solutions proposées. D'accord. Et donc, on a également pensé à mettre en place, grâce à un fichier Excel, on a évalué, on a fait un registre de risques. Et parmi les risques, on a des risques d'usure mécanique, comme l'a cité Nasreddine, des risques liés au débit insuffisant qui peut être également provoqué par la sécheresse en fonction des saisons. On a également évalué donc, pour tous ces risques-là la gravité, la probabilité, la fréquence à laquelle cela peut arriver, et pour finir, la criticité. Et enfin, proposer des solutions par rapport à ces risques. Alors, en conclusion, cette image illustre tout simplement notre démarche concernant le projet. Dans un premier temps, on a commencé par analyser le terrain, identifier les conditions techniques, réaliser une revue de littérature, définir les caractéristiques techniques, évaluer un rendement compris entre 20 et 40%, et pour finir, synthétiser les paramètres. Cette approche nous a permis donc de proposer une solution cohérente, écologique et responsable. Merci à tous, et on voulait tout simplement remercier Farah et Monsieur Zilox de nous avoir accompagnés durant tout le long de ce projet. Merci, donc on va passer aux questions. Comment vous avez estimé du coup votre production d'énergie électrique avec votre turbine? Est-ce que vous avez un chiffre, savoir combien vous allez produire à peu près par jour, par semaine ou par mois avec votre installation? On s'est focusé sur l'hiver parce que c'est l'endroit où il y a le plus de pluie en Bretagne. Par exemple, en été, on avait commencé par faire des estimations en été, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de pluie sur l'année 2024 pour établir ceci. Du coup, en termes de semaines, tout va dépendre du mois. C'est un aléa, on ne peut pas vous donner de chiffres. Mais par rapport, là par exemple sur cette période-là, sur la période d'hiver, on peut estimer qu'en moyenne, ça va être 3,35 m3. Merci. D'autres questions? Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question concernant comment la vitesse et la pression peuvent influencer sur les dimensions de la pompe. Lors de déluge, par exemple, la hauteur de l'eau de la rivière va être plus de 80 cm, ça va dépasser sur cette région-là. C'est une région, sur ce site-là, on est sur l'eau, souvent sort de la rivière totalement, elle est amenée à sortir sur la route. Donc, comme facteur, la pompe là, il faudra trouver un système pour la sortir de l'eau lors de déluge. Et quand il n'y aura pas assez d'eau, la pompe ne va tout simplement pas tourner. C'est vraiment sur ces facteurs-là qui peut influencer la pompe. D'autres questions? Une dernière question? Non? Bon, merci beaucoup. Donc, on va passer au deuxième groupe. Donc, le deuxième projet intitulé Valorisation hydraulique et énergétique de la Vilaine de Redon, avec Raphaël, Valentin, Fantin et Gaspard.
Alors, bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre projet de valorisation hydraulique et énergétique de la Vilaine à Redon. Donc, je suis Fantin Gélin, je suis accompagné de Monsieur Gaspard Geffroy, Monsieur Raphaël Sanson et Monsieur Valentin Viennois. Donc, le changement climatique impacte profondément nos écosystèmes et nos modes de vie. Donc, c'est pour ça que à Redon, la situation est idéale pour un projet de valorisation électrique, car ça combine les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et les services publics. Les territoires doivent donc repenser leurs autonomies énergétiques et gérer leurs ressources naturelles, notamment l'eau. Donc, notre projet constitue une proposition concrète d'intégration de plusieurs technologies dans des usages dans une approche systémique. Donc, pour le contexte et les enjeux, Redon se situe à la jonction de la Vilaine et du canal de Nantes à Brest. Et c'est un territoire qui est soumis à des sécheresses estivales et des inondations hivernales. La Vilaine, quant à elle, a un débit de 100 mètres cubes secondes, ce qui constitue un potentiel sous-exploité pour la production d'énergie et gestion intelligente de l'eau. Et donc, sur Redon, on a aussi une augmentation de la demande énergétique liée principalement au développement de la mobilité électrique. Ce projet vise la création d'un écosystème local de production d'énergie renouvelable et de gestion intelligente de l'eau. Notre problématique, comment développer un système intégré et durable de production et de réutilisation des ressources hydriques et énergétiques autour de la Vilaine à Redon, tout en répondant aux besoins urbains, agricoles et environnementaux. Donc voici les points que nous allons parler. Donc réutilisation de l'eau, production d'énergie, production de l'eau, besoins environnementaux, besoins agricoles, besoins urbains et le photovoltaïque. Donc voici notre projet dans sa globalité. Donc on aura l'installation de 3 nouvelles infrastructures, donc 2 infrastructures sur la production d'énergie électrique. Donc en première installation, on aura l'installation de 2 turbines hydroélectriques T1300. On aura aussi les ombrières photovoltaïques. Et la 3e infrastructure, ce sera du coup l'installation d'un parc IRVE avec 10 points de charge 22 kg. Et comment cela va fonctionner? On va produire une énergie électrique avec les ombrières et les turbines hydroélectriques. Cette alimentation va remonter dans leur tableau divisionnaire. Et ensuite, cette puissance électrique sera autoconsommée pour alimenter nos points de charge IRVE. Ensuite, si on n'a pas assez de véhicules en charge et qu'on produit trop d'énergie, elle sera directement revendue sur le réseau. Et par exemple aussi, si on n'a pas assez de puissance produite, ce sera notre réseau Enedis qui va alimenter nos bornes directement. Donc moi, du coup, je vais vous parler de l'étude technique des turbines hydroélectriques et des bornes IRVE. Donc nous, on est rentré en collaboration avec TurbiWatt et on a décidé de prendre 2 turbines en parallèle. Et c'est les T1300. Donc une puissance nominale allant de 24 à 130 kW. Une hauteur de chute, du coup, notre hauteur de chute dans notre chambre d'eau sera à 4 mètres. Je vous expliquerai après pourquoi. Et le débit de notre équipement par turbine, du coup, il va de 900 litres seconde à 4000 litres seconde. Donc ça, c'est un schéma qu'on a directement pris sur TurbiWatt. Et grâce à la hauteur de chute et du débit moyen de la Vilaine, on obtient une puissance directement qu'on va pouvoir générer pour nos bornes IRVE. Et donc, du coup, nous, on sera environ à 62,6 kW. Donc on va mettre en place plusieurs turbines en parallèle, comme je viens de vous le dire. Et donc, étant donné qu'une turbine génère directement du courant alternatif triphasé de 400 volts à 500 Hz, on pourra directement prendre l'énergie générée par nos turbines jusqu'à du coup notre borne IRVE. En termes d'installation, du coup, ça va être une chambre d'eau avec 2 turbines en parallèle, donc avec un volume suffisant. Et on doit disposer d'une hauteur de chute, comme ce que je viens de vous dire, de 4 mètres, pour éviter le phénomène de vortex. L'énergie produite est envoyée sur le réseau via notre armoire de régulation et de couplage. Ensuite, on a fait des calculs de puissance, donc avec cette formule-là. Et donc, du coup, on a pu déterminer que chaque turbine aura une puissance générée de 62,8 kW.
Ensuite, comme deuxième source de production d'électricité pour alimenter nos bornes IRVE, on a l'installation d'ombrières photovoltaïques. Donc c'est juste à côté sur le parking où on va mettre les bornes IRVE. Ce parking, pour l'instant, il fait 2910 mètres carrés. Et donc on a estimé qu'on avait la place à des endroits où il n'y a pas d'arbres pour gêner pour tout ce qui est ombre, d'installer 3 ombrières photovoltaïques, une de 71, une deuxième de 105 et une troisième de 260 mètres carrés. Donc tous ces 3 ombrières regroupées feront à peu près 30 places couvertes pour le parking. Et donc tout ce qui est niveau onduleur pour le dimensionnement. Merde. Pour le dimensionnement, excusez-moi. On est parti sur de la marque Trina, donc ce seront pour les 3 ombrières les mêmes panneaux de 445 kW, 445 watts crête. Et pour le total de l'installation, on arriverait à du 97 kW crête. On a fait des simulations, on arriverait sur 95% de chance d'avoir une production de 300 MWh par an, ce qui correspond à presque 30 000 € en électricité, si on revend tout. Donc ensuite, je vous parle des bornes IRVE. Donc sur le parking de Redon, on a prévu d'installer un parc IRVE avec 10 points de charge. On a choisi ce type de borne, donc c'est des bornes avec 2 points de charge directement sur la borne. On aura 10 points de charge, 22 kg, et puis je vais vous présenter maintenant l'emplacement du parking. D'abord, niveau réglementation, donc nous, dans notre cas, on se situe dans ce cas-là. Donc notre parking a été créé avant le 1er janvier 2012. On a un parking qui a une capacité supérieure à 40 places. Donc, logiquement, on devrait se retrouver à 5% de places prééquipées. Alors, dans notre cas, on a à peu près une soixantaine de places. Puis la norme, depuis 2025, elle a un peu changé. Elle demande un point de charge pour 20 emplacements, dont un emplacement pour une place PMR. Donc, logiquement, on est censé avoir au minimum 4 places de parking. Dans le parking, donc c'est toute cette zone-là. Donc, dans la zone verte, on a choisi de retirer une place pour pouvoir installer notre installation, tout ce qui va être TGBT, les TDRVE, etc. Donc cette place-là va être supprimée. On aura ensuite les 3 places de parking dans la zone bleue. Donc on va supprimer ces 3 places pour en créer 2 places PMR avec un seul point de charge. Et ensuite, les 8 points de charge classiques sur les places standards. Maintenant, concernant le stockage et la réutilisation des eaux urbaines et agricoles, nous allons utiliser l'eau traitée par osmose inverse, ce qui nous permettra du coup d'alimenter qui nous permettra d'arroser des espaces verts, nettoyer les rues, alimenter des toilettes publiques, de soutenir les agriculteurs, de mettre des points d'accès pour les pompiers, ainsi que d'alimenter des stations de lavage. Ici, ce graphique présente les précipitations mensuelles de la ville de Redon, donc en bleu, et en rouge, le stockage en fonction des précipitations. Pour récupérer cette eau, nous allons créer un bassin d'environ 6000 m². Grâce à la pluviométrie donc à Redon d'environ 0,8 m par an, nous pourrons récupérer environ 4000 m³ d'eau. Redon consomme à l'année au niveau du public environ 55 000 m³ d'eau et l'été environ 14 000 m³ qui font partie des besoins annuels de Redon. Donc nous, notre but est de diminuer de 25% la consommation pendant l'été. Donc, grâce à ce bassin, nous pourrons couvrir environ 28% d'eau des besoins l'été. Pour traiter cette eau, nous allons avoir besoin d'un osmoseur version haut de gamme qui permet de traiter entre 1500 et 2500 litres par heure. Donc, tout au long de l'année, l'osmoseur va traiter l'eau pour ensuite les mettre dans des cuves. Donc, nous aurons besoin de 5 cuves pour que une fois que l'eau sera traitée toute l'année, arrivée à l'été, elle soit prête à l'utilisation. La modélisation économique et montage financier. Du coup, on va avoir des aides avec les subventions de l'ADEME et de la région, des fonds européens, FEDER, et des investissements citoyens, ainsi qu'un contrat de performance énergétique, CPE. On a également effectué un CAPEX avec nos principales missions du coup, tout au long du projet. On peut retrouver les ombrières, les équipements de manutention, les installations de bornes IRVE, les études techniques, le réseau de distribution d'eau, les turbines hydroélectriques, la création des cuves de stockage d'eau, l'aménagement du site et l'autorisation environnementale.
Donc, pour conclure, ce projet est très intéressant car il va aider la ville de Redon dans plusieurs points, comme ce qu'on a évoqué lors de cette orale. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait une belle musique de base, mais bon, c'est pas passé. C'est au milieu là. J'ai une question par rapport au budget. Parce que vous n'avez pas énoncé le budget pour la construction de votre projet. Alors, pour la partie ombrière photovoltaïque, on est à peu près environ 100 000 euros. Et après, pour les autres parties, on arrive sur un total de presque 3 millions. Avec les turbines, c'est 1,3 million. L'osmoseur, pareil, ça chiffre beaucoup. Mais pour le retour sur investissement, on est en moyenne sur du 7 ans, avec tout ce qu'on pourrait générer. Merci. Vous avez parlé de phénomène de vortex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2-3 mots ce que c'est? Phénomène de vortex, c'est un peu comme dans un verre d'eau. Quand vous avez trop d'eau et trop de tourbillons, ça peut générer plus de puissance que celle qui est souhaitée. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, dans ma tête, ça l'est. C'est comme dans un verre, quand vous avez un surplus d'eau et que vous tournez trop longtemps, au bout d'un moment, vous avez toujours de l'eau qui ressort du verre. Voilà. Du coup, moi j'ai une petite question par rapport aux aides. Vous avez dit qu'il y aura plusieurs aides de l'État pour ce type de projet. Et du coup, cela représente combien par rapport à l'investissement initial? Nous, on a des aides financières du coup de la région et on est surtout... en fait, notre projet, il permet en fait que les banques soient sécurisées à 80 à 95% de hauteur financière. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux aides de l'État et grâce à tout ce qu'on a cité, et après, en termes de fonds, je ne sais pas, parce que notre projet, il est sur une longueur de 2 ans et on n'a pas encore trop fouillé cette séquence-ci. Mais je sais qu'au niveau des banques, en tout cas, on sera favorable à hauteur de 90% environ. D'autres questions? J'ai une question par rapport à l'impact carbone. Vu qu'on veut réduire notre impact carbone d'ici 2030, je pense, est-ce que vous avez pensé à calculer votre impact carbone, vu qu'il y a des turbines? Je n'ai pas compris la question. Ouais, non, on n'a pas encore initié cette partie-là. C'est ce qu'a dit aussi mon collègue. Notre projet, on vise de le réaliser sur 2 ans. Donc à la suite de notre projet, c'est ce qui va être logiquement à faire. Mais non, on n'a pas encore initié cette partie-là, effectivement. Bonjour, merci. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez soumis votre projet à Redon, agglomération? Alors, on a changé plusieurs fois de projet, puisque niveau administratif, c'est pas toujours ça. Même pour tout ce qui était aussi capitainerie, on a voulu avoir plus d'infos, parce que nous, on travaille sur les cours d'eau. Et chaque fois qu'on y va, c'est fermé. Et pareil, pour la mairie, ils nous ont donné des contacts, des bureaux d'études aussi. On les a démarchés, tout ça, mais il n'y a pas eu de réelle réponse. Et si vous continuez le projet, vous avez l'intention de leur soumettre ou pas? Bon, si ça passe pas, on va devoir faire ça nous-mêmes, tout ce qui est les calculs plus poussés dans les détails, tout ça. Et pour tout ce qui est administratif, c'est pour ça que sur 2 ans, ça risque d'être même limite, mais ça nous laisse une marge pour tout ce qui est administration, les papiers, tout ça. Merci. Une dernière question. Il est obligé. Pas lui laisser le micro, celui-là. C'est sûr. Vous avez parlé d'osmose inverse, mais c'est quoi du coup? C'est de traiter l'eau plein de fois d'affilée pour qu'elle soit le plus propre possible.
Merci. Bravo. Merci Merci pour à votre vous. écoute. On passe au dernier projet, donc étude de récupération de chaleur de l'usine AFC de Redon avec Mohamed et Oussama. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet génial intitulé Récupération de chaleur pour l'usine AFC de Redon. Donc ce projet a été réalisé par Mohamed Ramé et moi-même dans le cadre de notre Master Smart Energy Logistique. Donc notre présentation va procéder comme suit. Nous allons commencer d'abord par une petite introduction pour vous expliquer le contexte du projet. Ensuite, on va passer à la revue de littérature, la gestion des risques. Ensuite, on vous présentera l'étude technico-économique que nous avons réalisée, les perspectives de développement, et puis à la fin, on finira par une petite conclusion. Du coup, pour contextualiser, nous vivons actuellement dans un monde qui est marqué par des enjeux climatiques, économiques et géopolitiques qui nous poussent à réduire nos consommations d'énergie à tous les niveaux de la société. C'est particulièrement vrai pour les industries qui, en plus de devoir réduire leur consommation, leur dépendance aux énergies fossiles, doivent aussi limiter leur impact environnemental. Donc ça, en France, cela se traduit par une volonté politique axée sur la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et la décarbonation, avec l'utilisation des énergies renouvelables ou de récupération de chaleur, qui est un levier stratégique pour la transition énergétique. Donc pour cela, on s'est intéressé au secteur de la fonderie, qui consomme énormément d'énergie, notamment de l'électricité ou du gaz, et ont une activité qui génère d'importants flux thermiques, qui est une opportunité d'optimisation énergétique. Donc, notre objectif, nous, on s'est proposé de faire une étude de faisabilité pour la fonderie en faisant une première analyse technico-économique pour le potentiel de chaleur fatale, proposer des scénarios de valorisation de cette chaleur et enfin formuler des recommandations pour la suite. Du coup, là, nous allons vous présenter l'entreprise avec qui nous avons travaillé ce projet. L'AFC de Redon, c'est une entreprise industrielle française qui a été créée en 1947 et qui est implantée au sud de Redon, derrière le bâtiment de Leslie. Il compte aujourd'hui un effectif entre 200 et 249 salariés. Et il est spécialisé dans la production de pièces en fonte à graphite sphéroïdal destinées à l'industrie automobile. Et du coup, l'entreprise est certifiée ISO 50001 pour la gestion de l'énergie et ISO TS 16949 pour la qualité dans l'industrie automobile. Donc, par définition, la récupération de chaleur consiste à capter la chaleur produite involontairement par des procédés industriels pour la réutiliser pour la chaleur, pour les chauffages des bâtiments ou la production de l'eau sanitaire. Et les sources peuvent venir de façon... On peut avoir, les sources peuvent être par les fours de fusion ou de cuisson. Là, pour notre projet, ce sont les fours de fusion de l'entreprise AFC de Redon. Après, on peut avoir des sources de chaleur fatale au niveau des systèmes de refroidissement ou au niveau des cheminées ou aussi des installations thermiques comme les chaudières ou les moteurs thermiques. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, ça montre comment est répartie l'énergie d'un combustible en fonction de l'usage et des pertes de chaleur. Là, on peut voir qu'on a une perte de chaleur jusqu'à 60% de l'énergie du combustible au niveau d'un industriel. Et il y a seulement jusqu'à 40% qui est une chaleur utile pour le procédé industriel. Et du coup, aujourd'hui, pour récupérer une chaleur, on a des technologies très matures sur le marché français. Donc, on trouve notamment le condensant à fumée, l'ORC, c'est le cycle organique de Rankine. Donc, c'est un système qui permet de convertir la chaleur en puissance électrique. On a les packs industriels, etc. Mais la technologie la plus répandue, c'est les échangeurs de chaleur qui permettent de transférer la chaleur d'un fluide chaud à un fluide froid sans avoir de contact entre eux. Après, pour les réseaux de chaleur, d'une manière générale, il y a 3 unités principales qui composent un réseau de chaleur. Donc, on trouve l'unité de production de chaleur centralisée. Pour notre cas, ça va être l'AFC de Redon. Ensuite, on a le réseau de distribution. Et puis, pour alimenter les clients finaux, on passe par les sous-stations qui permettent de faire l'échange thermique.
Donc, du coup, pour faire une récupération de chaleur, pour l'ADEME, selon l'ADEME, il faut passer par plusieurs étapes importantes. D'abord, l'identification du projet en faisant l'état des lieux avec les audits énergétiques. Par la suite, on fait le montage du projet en faisant l'étude de faisabilité avec les données précises de chaque site. Et enfin, passer à la réalisation et la conception. Enfin, faire un suivi du travaux et de la partie production. Et du coup, pour la partie gestion de risque, on a identifié plusieurs, mais les 3 risques majeurs pour ce type de projet, c'est les risques organisationnels, puisqu'on va travailler avec plusieurs parties prenantes, donc une manque de coordination entre les parties prenantes peut retarder l'avancement du projet. On a un risque de fermeture de l'AFC de Redon, et on a également des risques pour les habitants et usagers, donc si le projet n'est pas bien communiqué, ça risque d'être refusé par les habitants de Redon. Ensuite, là, on va passer à l'étude technique économique. Pour l'origine de la chaleur fatale, il faut savoir que dans l'AFC de Redon, ils utilisent 2 fours électriques d'une très grande puissance à moyenne fréquence et qui permettent d'atteindre des très hautes températures jusqu'à 1500 degrés Celsius. Ensuite, pour maintenir le bon fonctionnement du four et éviter de dégrader son rendement, on utilise un fluide caloporteur pour refroidir les différentes composants du four et qui est lui-même refroidi par 2 systèmes d'air réfrigérant qui permettent de dissiper une puissance thermique d'environ 2500 kW thermiques. Et donc aujourd'hui, cette chaleur est rejetée directement dans l'air sans être valorisée. Et notre projet va être plutôt sur cette partie de refroidissement. Pour quantifier la chaleur qu'on pourrait récupérer, nous allons utiliser la formule du principe fondamental du transfert thermique, P égale à MC delta T. Et donc nous obtenons une puissance thermique d'environ 1500 kW thermique, équivalent à 9,2 GWh par an. Et donc juste pour vous donner un ordre de comparaison, selon l'ADEME, un foyer français aujourd'hui consomme environ 10 000 kWh de chauffage électrique par an. Et donc, grâce à cette chaleur récupérée, on pourrait alimenter jusqu'à 875 foyers français. Et donc, pour valoriser cette chaleur, nous sommes partis sur un premier scénario qui consiste à faire une autoconsommation sur le site de la fonderie. Mais nous avons constaté que les besoins de chauffage de l'usine sur les locaux représentaient que 5,5 de l'énergie récupérée. Ce qui fait que les 95% sont perdus. Et du coup, on est passé au deuxième scénario qui consiste à construire un réseau de chaleur pour alimenter d'autres bâtiments dans la ville de Redon. Et donc là, en alimentant juste la piscine et les locaux de la fonderie, on va pouvoir consommer jusqu'à 55%, c'est la moitié de l'énergie récupérée. Et du coup, pour les 45% restants, on pourrait les utiliser pour alimenter les logements qui se trouvent sur le chemin du réseau de chaleur. Il y a aussi des petits commerces près de l'usine. On a le bâtiment de l'ISLI. Et après, on pourrait même alimenter le Super U si on a toujours de l'énergie restante. Et donc, il y a juste une seule condition de l'ADEME pour que le projet soit rentable. Il faut que la densité énergétique soit supérieure à 1,5 MWh. Et en gros, la densité énergétique, c'est l'énergie transportée par mètre linéaire. Et donc, nous, pour notre projet, on est à 9,2 MWh par an par mètre linéaire, ce qui fait que le projet est validé par l'ADEME. Donc, sur la partie économique, nous nous sommes basés sur ce qui existe actuellement avec, du coup, pour faire une récupération de chaleur. Il y a 3 postes importants qu'il faut prendre en compte sur l'investissement. D'abord, c'est la partie production avec les échangeurs de chaleur, l'investissement sur les pompes ou sur l'énergie d'appoint, parce que vu que la fonderie fonctionne 5 jours sur 7, les parties où il fonctionne, la fonderie ne fonctionne pas, c'est l'énergie d'appoint qui va prendre le relais pour desservir la chaleur. Et l'autre poste, c'est la partie de distribution qui regroupe le réseau de chaleur et les postes de livraison, qui est la partie la plus chère parce qu'il y a des canalisations à faire et d'autres travaux d'assainissement.
Après, il y a le poste d'études et de maîtrise qu'il faut prendre en compte. Et en tout, en se basant sur les ratios de l'ADEME et des fiches de retour d'expérience qu'on a eues, le projet peut avoir un investissement qui peut aller jusqu'à 2 600 000 euros. Donc, pour la suite, on a regardé s'il y avait des aides qui étaient mobilisables. D'abord, il y a le fonds chaleur dans le domaine de l'énergie avec l'ADEME qui peut aider jusqu'à 24% pour notre projet. Parce que, en fait, le fonds chaleur consiste à aider les collectivités, les entreprises, les secteurs tertiaires ou les industries pour leur aider à mettre en place une installation d'énergie renouvelable. Après aussi, il y a les aides des C2E et les doses d'aide des régions. Ici, nous sommes dans la région de Bretagne, donc potentiellement, on peut avoir une aide qui peut aller jusqu'à 10% par rapport à l'investissement initial. Ce qui fait qu'on aura une reste en charge si on cumule tous les aides possibles, qui peut aller jusqu'à 700 000 euros, ce qui représente 72%, 28% par rapport à l'investissement total. Donc, nous, on s'est proposé de se poser la question qui va porter le projet. Il faut savoir que pour ce type de projet, ça peut être porté par l'industrie lui-même ou par l'agglo, la collectivité, ou par un investisseur tiers. Là, on est parti sur une hypothèse du porteur de projet qui va être l'agglo de Redon, qui va déléguer sur la partie exploitation à un opérateur tiers. Et du coup, il y aura juste des modalités qu'il faut mettre en place avec la fonderie pour qu'ils leur vendent leur chaleur par derrière. Donc, cela va avoir des intérêts économiques pour la fonderie qui va avoir des recettes sur la vente de la chaleur qui peut aller jusqu'à 110 000 euros. Les économies, parce qu'actuellement, ils sont chauffés au gaz et électrique sur leur bâtiment. Donc, ils peuvent avoir des économies sur le chauffage qui peut aller jusqu'à 35 000 euros ou des économies sur le refroidissement parce que vu actuellement, c'est des systèmes de refroidissement qui permettent de dissiper la chaleur perdue. Là, on va enlever cette partie de ce système-là et on va mettre une récupération de chaleur. Du coup, ça va baisser la facture d'énergie jusqu'à 40 000 euros. Pour eux, dans l'hypothèse qu'on a pris, ça va être 0 euros d'investissement parce que ce n'est pas eux qui vont faire les dépenses. Eux, ils auront juste à vendre leur chaleur. Et du coup, pour ce qui concerne l'impact environnemental, donc ce projet va permettre d'éviter des émissions de l'ordre d'environ 2000 tonnes de CO2 par an. Et donc, pour vous donner des exemples, cela équivaut à environ 1500 voitures de diesel retirées de la circulation par an dans la ville de Redon, et également 835 000 litres de fioul évités. Donc, pour ce type de projet, il faut savoir que ça peut aller entre 2 à 5 ans pour la réalisation. Nous, on a fait un plan d'action pour la fonderie, d'abord de leur dire qu'il faut prendre une décision stratégiquement ou économiquement, si ça vaut la peine pour eux de faire la récupération de chaleur. En plus, on leur propose de prendre en contact avec les acteurs territoriaux et les correspondants de l'ADEME qui sont en Bretagne. Et parce qu'il y aura, en fait, ce sera le moment où il faut cadrer le projet. Par la suite, si toutes les négociations ils sont tous d'accord, on peut lancer le projet avec les études techniques et les études économiques et techniques, et enfin mobiliser les usagers pour sécuriser le nombre d'abonnés pour le réseau, et enfin faire la péréguration du montage juridique et financier du projet. Et donc voilà, pour conclure, d'après l'étude que nous avons menée pour la fonderie de Redon, on voit bien que le projet est techniquement réalisable puisqu'on a des technologies très matures, efficaces et fiables, et que d'ailleurs on a de très bons retours d'expérience pour ce type de projet en France. Économiquement, on a vu que c'est très rentable, que ce soit pour la fonderie ou pour l'agglomération de Redon qui sera porteur du projet, puisqu'on aurait des aides cumulées de l'État qui pourraient couvrir jusqu'à 80% de l'investissement initial. Et puis écologiquement, ça va permettre à la ville de Redon d'améliorer la qualité de l'air dans la ville
Et puis pour la fonderie, ça va leur permettre de montrer une bonne image auprès de leurs clients et également de renforcer leur certification ISO 50001 puisque ça s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des performances énergétiques. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour cette présentation. Des questions ? Quel type d'échangeur vous souhaiterez mettre en place pour ce projet-là? Du coup, pour ce projet, nous, on a juste fait l'étude. En fait, c'est une pré-étude de faisabilité pour la fonderie. Donc là, ça va être une base solide pour eux s'ils doivent aller vers une étude de faisabilité plus concrète, parce que c'est ça le but. Nous, à notre niveau, il faut juste qu'on fasse une pré-étude pour eux pour savoir si le projet est techniquement possible ou pas. Et là, c'est le cas. Donc, pour l'ADEME, il faut qu'il y ait des bureaux d'études qu'on appelle RGE, reconnus garants de l'environnement, qui doivent prendre en compte, en fonction du projet, de savoir quel type d'échangeur il faut mettre en place ou pas. Comme j'ai dit, nous, c'est juste pour faire la pré-étude et leur montrer que leur projet est possible ou pas. Donc, les échangeurs, comme on a dit, c'est juste les parties techniques importantes dans un projet de récupération qu'on a énuméré et dit que c'est ça qu'il faut mettre en place. Merci. Et merci. En combien de temps, vous avez estimé en combien, en combien de temps le projet pourrait être rentable? On n'a pas entendu. Le retour d'investissement. Oui. Du coup, comme je disais tout à l'heure, avec les aides de l'État, ça va permettre de couvrir jusqu'à 80%. Du coup, le porteur de projet va juste devoir payer les 20% restants, ce qui fait qu'on aurait un retour d'expérience d'environ, compris entre 3 à 5 ans maximum, d'après les retours d'expérience d'autres fonderies qui ont réalisé le même projet. Juste une remarque, pour l'ADEME, pour ce type de projet, pour que ça soit financé par l'ADEME, il existe dans les conditions d'éligibilité 2025 que ce soit rentable au bout de 3 ans. Là, on l'a pas mis en lumière, mais il faut savoir que la chaleur qui va être vendue aux habitants peut aller jusqu'à 400 000 € par an pour l'aglo. Donc, avec l'investissement qu'on vient de voir ici, donc on a un retour d'investissement qui est en moyenne de 3 ans ou 4 ans, comme il l'a dit. Ok, d'accord. Merci. De rien. D'autres questions ? J'ai une question. Est-ce que vous avez pris en compte le plan de prévention des risques inondations? AFC se situe sur une zone inondable et a été inondée d'ailleurs en partie en février. Pour voir justement quels sont les impacts sur les performances justement en termes de chaleur. Du coup, sur ce parti-là, nous, on n'a pas vraiment, on n'a pas pris en compte cette partie sur l'inondation, mais on a amené d'autres risques. Mais du coup, pour répondre à cette question sur la partie de l'inondation, il faut savoir que l'énergie d'appoint, vu que la fonderie peut être amenée, comme on a dit, peut être amenée à fermer peut-être à cause des inondations ou d'autres accidents, là, la mise en place d'une énergie d'appoint qui peut être soit du gaz ou d'une chaudière bois peut permettre de prendre le relais au moment où le temps qu'il faut pour que les activités de la fonderie reprennent. Merci.
Merci beaucoup, bravo.